On a vu se structurer des communautés climato-dénialistes très fortes en France. On sait que les réseaux sociaux sont des terrains de ce qu'on appelle guerre hybride, c'est-à-dire que des puissances étrangères comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie utilisent ces environnements numériques pour créer de la déstabilisation et des problèmes dans les démocraties. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des climato-sceptiques en ligne, violence, mensonges et même ingérence étrangère. Les climato-sceptiques sont de plus en plus influents sur les réseaux sociaux en France. D'où cette question, qui sont ces climato-sceptiques ? Pour y répondre, nous recevons David Chavalarias, mathématicien, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut des systèmes complexes et auteur de Toxic Data. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes mathématicien et en vous plongeant dans la masse des données, vous arrivez à éclairer des faits de société. Vous avez notamment créé le politoscope et le climatoscope, des outils qui permettent de cartographier les comptes sur Twitter, anciennement Twitter, maintenant X, qui parlent des questions politiques et des questions climatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche et concrètement ce que sont ces outils ? Alors, la démarche, elle part du constat que les réseaux sociaux sont arrivés dans nos vies un peu par effraction. Ça a à peine 20 ans et ça a tout de suite une pénétration assez importante. Et on a très rapidement, notamment avec les premières campagnes de 2008 Obama, puis après les autres campagnes présidentielles aux États-Unis, puis dans les autres pays, vu que c'était des endroits où à la fois se forgeaient les opinions, mais aussi des endroits où il y avait des interventions de manière à influencer sur l'opinion. Et donc, il m'a semblé important d'arriver à documenter à la fois l'évolution de l'opinion via ces médias sociaux, qui ont un support très riche en termes de recherche, pour comprendre comment les hommes et les femmes interagissent entre elles et entre eux. Et puis aussi, comment de documenter et d'analyser, de prévenir, si possible, certaines tentatives de manipulation d'opinion à grande échelle via ces nouveaux instruments que sont les réseaux sociaux. Et concrètement, le politoscope et le climatoscope, comment ça fonctionne ? Quels sont ces outils ? Alors très concrètement, donc il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais il y en a quelques-uns qui jusqu'à maintenant étaient ce qu'on appelle semi-ouverts, au sens où on pouvait récupérer les données d'échange. Notamment, c'était le cas de Twitter, donc qui est maintenant X, c'est-à-dire que un message sur Twitter était public, et puis on pouvait récupérer par des moyens informatiques tous les échanges à propos d'un sujet donné ou tous les échanges à propos de certaines personnes. Et donc, on a mis en place un système de veille qui, en permanence, en continu, toutes les secondes, tous les quarts d'heure, allait chercher les derniers échanges sur un thème donné. Et donc, on avait plusieurs types de veille. On avait une veille sur la politique, puisque Twitter était un média très central pour la communication politique dans tous les pays, toutes les partis avaient une cellule de communication sur Twitter, tous les partis politiques. Donc on avait la politique, on avait les questions climatiques, qui d'ailleurs a été notre premier observatoire en 2015. Et puis en 2020, on a lancé quelque chose autour de la question de pandémie. Donc 3 types de collectes distincts, indépendants, mais qui utilisaient les mêmes outils de Twitter, c'est-à-dire on va suivre des mots-clés ou on va suivre des personnes. Et pour ce qui est par exemple de la politique, on suivait à peu près 3000 élus et personnalités politiques de premier plan, plus des mots-clés de type présidentielle 2022, législative 2021, etc., etc. Alors vous êtes beaucoup intéressé aux climato-sceptiques, vous les appelez dénialistes. Pourquoi les appeler dénialistes ? Alors, pour tout vous dire, moi, je les appelais plutôt climato-sceptiques, mais en faisant donc une étude et en interagissant notamment avec des collègues du CNRS qui sont au GIEC, ils m'ont dit que eux, ils préféraient l'appellation dénialiste parce que, et d'ailleurs on peut l'observer, quand on parle de climato-scepticisme, les climato-sceptiques, donc les personnes qui sont dénommées ainsi, vous rétorquent que c'est très bien, je suis climato-sceptique parce que le scepticisme c'est le doute et la science se nourrit du doute, etc. Or, en fait, les personnes qu'on appelle climato-sceptiques ou climato-dénialistes sont pas du tout dans une démarche de faire progresser la science en remettant en question des choses qu'ils estimeraient pas solides. Ils sont vraiment dans une démarche de déni
des principaux résultats en sciences du climat qui s'accumulent avec de plus en plus de certitudes depuis maintenant 30-40 ans. Et donc, ils vont à l'encontre de la communauté scientifique. Ils ne sont pas du tout dans une démarche constructive de critique et de discussion et d'acceptation des arguments. Donc, c'est pour ça qu'on préfère les appeler, moi maintenant, je préfère les appeler les dénialistes, au sens où on rejette la démarche scientifique de manière générale. Dans l'étude que vous avez faite, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on voit une augmentation assez rapide et assez récente en France du phénomène. Et ça a vraiment cru rapidement ces derniers mois. Alors, le climatodénialisme, c'est assez paradoxal, mais les études sociologiques, donc c'est pas nous qui l'avons faites, mais des études de terrain avec des vraies personnes qu'on interroge et un panel représentatif, montrent que depuis quelques années, on a et surtout là depuis 2022, on a une augmentation du climatodénialisme au niveau mondial, c'est une étude internationale, c'est, si je me trompe pas, d'environ 3%. Par contre, la France est une exception. Une augmentation de 3%. Du climatodénialisme. Oui, parce qu'il y a une trentaine de pourcents, si je ne dis pas de bêtises, ah oui, alors, dans l'opinion. Déjà, définissons bien climatodénialisme. Climatodénialisme, c'est ceux qui refusent le fait qu'il y a réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc, on peut le refuser de plusieurs manières. Soit on dit il n'y a pas réchauffement climatique, soit on dit il y a réchauffement climatique, mais c'est pas l'homme, on n'y peut rien, c'est les cycles du soleil, c'est je ne sais quoi, etc. Donc, c'est ça que je vais appeler climatodénialiste. Et donc, en France, il y a un phénomène, la France est une exception dans cette étude sociologique, où on voit qu'entre 2021 et 2022, il y a eu plus 8% de climatodénialisme, et quasiment, d'ailleurs plus intégralement, sur la phase, l'aspect, il y a réchauffement climatique, parce que maintenant c'est difficile de nier qu'il y a réchauffement climatique, mais ce n'est pas l'homme, et donc ça ne sert à rien de prendre des mesures. Et en gros, on est passé de 27% de 29% à 37%. Hein, donc 37% de la population qui sont classés dans cette catégorie-là. Et sur ces 37%, donc en 2000, ça c'est la mesure 2022, il y a 9%, il y a eu plus 9% pour la part qui croit que ce n'est pas l'homme. Plus 9 points, du coup. Plus 9 points, ouais. Plus 9 points. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation très rapide en moins d'un an. Et ça, c'est les études sociologiques. Maintenant, nous, ce qu'on a observé en ligne, c'est exactement ça, mais décuplé. C'est-à-dire qu'on a vu se structurer, et très précisément d'ailleurs, pendant l'été 2022, juillet 2022, on a vu se structurer des communautés climatodénialistes très fortes en France, et leur volume a été multiplié par plus que 6 en termes de volume. Donc là, c'est pas plus 8 points, c'est plus 600%. Hein. Et donc, et on a vu que, on pourra en reparler, mais elles ont des caractéristiques assez différentes des groupes climatodénialistes qu'on pouvait voir avant cet été 2022. Justement, alors, qui étaient les climatodénialistes historiques, on va dire, et qu'est-ce qui les différencie de ces nouveaux climatodénialistes dont vous parlez ? Alors, historiquement, vous avez les représentants ou les lobbyistes d'énergie fossile, qui de temps en temps le font de manière masquée, mais vous avez des instituts comme par exemple le Heartland Institute, qui est basé aux États-Unis, qui affirment qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, qu'il ne faut pas faire, que les fossiles c'est très bien, etc., et qui, sans complexe, ont des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ensuite, vous avez, donc, comme je disais tout à l'heure, les conservateurs, donc typiquement les Trumpers, ceux qui défendent l'exploitation du pétrole parce qu'ils ont des intérêts aussi dans le pétrole en tant que privé ou voilà. Donc ça, c'est vraiment le dénialisme canal historique. Après, il y a aussi il y a toujours eu une petite frange de personnes qui n'y croyaient pas pour des raisons un peu peut-être de conspirationnistes, complotistes. Enfin, il y a toujours eu des mouvements comme ça, mais c'était à assez bas niveau. Ce qu'on a vu en 2022, c'est que il y a eu d'une certaine manière, un nouveau courant, une nouvelle nuance de climato-scepticisme ou de climatodénialisme, qui sont des personnes qui vont dire qu'il y ait réchauffement ou climatique ou pas, de toute façon, c'est pas l'homme. Et en fait, certains politiques ou certaines organisations utilisent le thème du réchauffement climatique pour imposer leur idéologie. Et donc, en fait, le réchauffement climatique est une vaste entourloupe. C'est plutôt, il y a une espèce de complot pour contrôler les populations à l'aide de cette chose-là. Et donc ça, c'est apparu de manière très très forte. C'est un narratif qui est apparu de manière très forte en 2022, donc l'été 2022. Et la grosse majeure partie en fait des
mouvements qui sont structurés ou en ligne, relevaient, en France, relevaient de cette approche-là. Et ce qu'on a vu, c'est que donc, au sein de cela, il y avait, pour dire assez grossièrement, 2 grandes catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont pignon sur rue, qui s'expriment en nom propre et qui ont, par exemple, pour beaucoup pendant la pandémie, surfé sur la vague, le gouvernement est incompétent, il veut nous contrôler, on veut nous confiner, etc. Il faut résister, reprenez votre liberté. Donc, et ça, par exemple, c'est quel type de personnalité ? Là, on a vu, par exemple, un des leaders de cette tendance-là pendant la pandémie, c'était Florian Philippot. Il y avait aussi Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau, donc des leaders de politique de premier plan, qui exprimaient ces opinions, qui ne sont pas des opinions illégales. On a le droit de ne pas croire à certaines choses, mais enfin, en tout cas, qu'il exprimait de manière très virulente. Et donc, ces leaders-là ont développé des communautés numériques très fortes. Ils avaient une influence sur les réseaux, notamment sur Twitter, quasiment nulle avant la pandémie. Et en fait, ce que l'on a observé, c'est que pendant la pandémie, ce sont des leaders politiques qui ont utilisé cette crise sanitaire pour se créer une audience sur le thème « Je vais défendre vos libertés contre le gouvernement et les élites qui vous oppriment ». Et ils ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ont créé des communautés numériques très, très puissantes qui maintenant ont plusieurs milliers de comptes qui les suivent et qui relaient leurs idées. Et c'est notamment donc cet espace politique que d'ailleurs je décris dans le livre Toxic Data, parce que ça a été vraiment un nouvel espace numérique qui s'est inséré entre l'extrême gauche et l'extrême droite et qui a fait passerelle entre ces 2 espaces politiques. Et donc c'est cet espace numérique-là, donc anti-système, à tendance un peu conspirationniste, qui après s'est reconverti. Alors d'abord souvent en défenseur de l'invasion de l'Ukraine. Donc une grosse partie a défendu l'action de Poutine en disant qu'en fait c'était l'OTAN qui attaquait, etc. Mais après, une grosse partie s'est reconvertie sur des thèmes climato-sceptiques. Et par exemple, ce qu'on a constaté, c'est que 60% des 10 000 comptes les plus actifs climato-sceptiques avaient relayé la propagande du Kremlin au moment de l'invasion de l'Ukraine, et pareil, autour de 60% avaient aussi participé à relayer la désinformation autour du vaccin. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes qui se cachent pas de qui ils sont et qui s'en servent de manière très, très officielle. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes qui, elles, sont plutôt des comptes qui vont être anonymes ou avec un nom qui semble réel, mais on ne sait pas vraiment s'il y a des gens derrière. Notamment, par exemple, le principal influenceur de l'été 2022 sur Twitter est un compte qui est anonyme, qui a une fausse photo de profil, qui se dit expert indépendant du climat, mais il n'y a aucun moyen de vérifier puisqu'il est anonyme, mais qui, en revanche, tous les jours postait, parce que là il s'est arrêté, mais bon, il y en a d'autres ont pris le relais, donc tous les jours postait plusieurs tweets, voire plusieurs dizaines de tweets climato-dénialistes, avec un spectre assez large de stratégies. Il y avait à la fois des recours au sens commun, genre, vous voyez bien, il fait froid aujourd'hui, on vous raconte n'importe quoi, ou en 82, on vous disait que en 2020, ça serait la catastrophe, regardez, c'est pas encore là, donc ils ont menti. Jusqu'à des tweets très techniques qui reprenaient des articles en déformant leurs propos ou en prenant des articles qui avaient été rétractés, donc déclarés nuls par des revues après coup parce qu'ils étaient falsifiés, mais qui disent pas qu'il a été rétracté et qui l'utilisent pour défendre des thèses climato-sceptiques. Donc, pour résumer, le compte en l'occurrence c'est Elpis dont vous parlez. Oui, alors là, ce compte-là, il s'appelait Elpis R. Mais donc, pour résumer, donc il y a à la fois des personnalités qui ont pignon sur rue, qui parfois ont fait de la politique et qui se sont servis en fait de cette nouvelle polémique pour se créer une audience après avoir utilisé la question du vaccin. Et puis, il y a aussi d'autres comptes dont c'est assez difficile de savoir quelle est leur vraie motivation, ni même si c'est un compte ou un collectif ou une puissance étrangère, etc. Et qui, eux, se sont spécialisés vraiment sur le climat. Mais justement, pour mentionner ce cas de Elpis, ce qui est très caractéristique pour ce compte-là, donc c'est un compte qui est passé de, en gros, 100 followers en 2021 à 20 000
à l'été 2022 sur le thème climatique, qui ne faisait que poster les thèmes climatiques. Sauf que nous, on a un observatoire sur le climat qui revient 5 ans en arrière, et puis on a pu aller aussi chercher son historique. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, ce compte-là, 6 mois avant l'été 2022, il ne parlait pas du tout du climat. Au contraire, il parlait que de la pandémie. Il se décrivait comme expert en biostatisticien et il abordait jamais le thème du climat. Donc on voit bien le côté opportuniste de cette désinformation, où vous avez des comptes qui vont intervenir sur un terrain à un moment donné où c'est porteur, et puis se convertir et passer sur un autre terrain, en masquant leur identité et en gros remaquillant leur compte en expert de ceci ou en expert de cela. Il y a un sujet qui est intéressant sur ce profil-là, c'est que vous dites qu'il y a aussi beaucoup de bots, donc beaucoup de robots sur Twitter, beaucoup plus que par exemple dans les comptes pro-climat. Oui, alors, donc après, on peut aborder la question de comment les communautés climato-dénialistes, qui sont très cohésives, très importantes sur Twitter. Sur Twitter, en gros, sur les 6 ans qu'on observe, c'est à peu près 25% des comptes qui débattent du climat, pas de tous les comptes, mais si on regarde les comptes qui débattent du climat, 25% sont à peu près climato-dénialistes. Donc une question qu'on s'est posée, c'est comment ces comptes-là, alors que les faits démentent évidemment tout ce qu'ils disent, arrivent à se maintenir dans le temps. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs stratégies qui sont des stratégies de tromperie. Notamment, une des stratégies de tromperie, c'est d'utiliser des faux comptes, notamment donc des comptes automatisés ou des robots, pour pousser des messages. Et donc, on calcule qu'il y a quasiment 3 à 4 fois plus de robots de comptes automatisés côté climato-sceptique que côté pro-climat. Sachant que des robots, il y en a partout. Il y a même des robots qui s'affichent comme des robots, en disant je suis un robot, je relais l'information. Donc c'est pas l'utilisation en soi d'un robot n'est pas problématique. Mais quand vous avez un très fort taux de comptes dits automatisés, donc ça peut être des robots ou des gens payés à la journée pour faire ça, ça montre une volonté en fait de faire croire que la cause que vous défendez a plus d'adhésion que ce qu'elle n'a vraiment. Ça s'appelle de l'astroturfing. C'est illégal dans certains pays et dans certains domaines d'activité. Et donc, les climato-dénialistes utilisent plus largement ça. Et on a pu même détecter des opérations coup de poing. Alors, par exemple, aux États-Unis, on a documenté, justement, en juillet 2022, on a montré que le projet Veritas, qui est un projet, donc c'est un think tank américain d'extrême droite, qui poste des contenus de la désinformation et souvent des contenus complotistes, avait mis en scène une vidéo d'un soi-disant directeur technique de CNN qui expliquait qu'après le Covid, les gouvernements avaient l'intention d'utiliser le changement climatique pour contrôler les populations. Donc c'était une petite vidéo assez courte de quelques minutes en caméra cachée, et tout le truc c'était on va vous montrer que en fait on nous manipule. Et donc cette petite vidéo, on a montré que elle a été postée en avril. Elle n'a pas eu de succès sur les réseaux pendant plusieurs semaines. Et en fait, en juillet, il y a eu une armada de robots, plusieurs milliers, qui d'un coup, de manière distribuée, ont posté cette vidéo. Et là, la stratégie, en fait, c'est que si vous arrivez à inonder le réseau à un moment donné d'un même contenu, mais par plusieurs comptes, eh bien, vous attirez l'attention de la recommandation du réseau, qui va commencer à recommander ce contenu à d'autres utilisateurs en disant vous devriez lire ça, parce que c'est tendance, etc., etc. Donc, ils utilisent ce genre de stratégie pour avoir de la visibilité. Il y a plusieurs autres points justement sur ce profil de climato-dénialisme. Un des points qui est marquant, c'est que vous dites qu'ils sont très toxiques, qui peuvent être très virulents, très violents, et notamment vis-à-vis des scientifiques, typiquement des scientifiques du GIEC. Je me souviens, vous avez donné une conférence conjointe avec Christophe Cassou et Valérie Masson-Delmotte, des grands climatologues français qui, eux, se plaignent dans leur chair de justement ces attaques ad hominem très fréquentes. Oui, donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer. Donc, avec mes collègues, on était à 4 à faire l'étude, Victor Chemel, Azir Pané et Paul Bouchot. Donc, on a pu mesurer que vous pouvez évaluer ce qu'on appelle la toxicité d'un message, c'est-à-dire, en gros, le taux d'insultes, de caractères polémiques, etc., qu'il contient. Donc, avec des outils informatiques, vous pouvez faire cette mesure sur des milliers, des centaines de milliers de messages.
Donc on a fait ça sur on avait 70 millions de messages qui parlaient du climat, et on a calculé ce taux de toxicité sur tous ces messages-là, et on a vu que côté climato-dénialiste, il y avait 3,5 fois plus de contenu toxique, donc plus 350%, que par rapport à, plus 250%, que par rapport à ce qui se passait côté pro-climat. Et ça, et que en plus, ils étaient effectivement plus virulents, c'est-à-dire que c'est des comptes qui n'hésitent pas à attaquer directement, de faire des attaques ad nominem de comptes scientifiques, dans le but à la fois de les discréditer, de les pousser à quitter le réseau, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique de cette communauté, hein, la virulence, l'agressivité, le fait de faire du harcèlement. Faut dire le mot, hein, c'est du harcèlement. Donc ça, on l'a vraiment mesuré. Et on a aussi mesuré l'effet de ça, c'est-à-dire que c'est un harcèlement donc qui s'est amplifié notamment avec le rachat de de Twitter par Elon Musk, qui est après devenu X. Elon Musk a changé pas mal de choses dans l'algorithmique, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur des réseaux comme X, mais aussi comme Facebook, etc., il y a une prime au contenu toxique. C'est-à-dire les contenus toxiques sont plus diffusés que les autres. Ça s'appelle le biais de négativité algorithmique. Et cette prime au contenu toxique a augmenté encore plus après la prise le rachat de Twitter. Donc nous, on l'a mesuré, c'est passé de plus 32% à plus 50%, ce qui est énorme. Et ça a favorisé notamment toutes les personnes qui s'expriment de manière toxique, et notamment les climato-sceptiques. Et ce que l'on a vu, c'est que dans les 3 mois qui ont suivi le rachat de Twitter par Musk, eh bien, vous avez un tiers des primo-relais sur le climat qui ont arrêté de s'exprimer. Les personnes qui relayaient l'information fiable, un tiers ont arrêté tout simplement de s'exprimer. Et puis, si on compte à la fois ceux qui produisent des messages et ceux qui relaient, quand on regarde leurs messages, on voit une baisse de 50% du taux de publication de messages fiables sur le climat. Alors que si vous regardez les climato-dénialistes, au contraire, c'est resté un peu près stable, voire ça a augmenté. Ce qui fait que, alors que sur ce réseau Twitter, avant Musk, on était à peu près à 75%, 25% ou 2 tiers, 1 tiers entre pro-climat et climato-sceptiques, ce qui est à peu près ce qu'on voit dans les études d'opinion. Au moment où on a arrêté d'observer ce réseau-là, donc juin 2023, on était à 50%. Donc autant de climato-sceptiques que de messages climato-sceptiques que de messages pro-climat, ce qui veut dire que ce sont des réseaux où la perception de cette problématique est complètement déformée. La baisse justement de la participation des sources fiables sur le climat, vous l'expliquez par l'intimidation, vous l'expliquez par le retrait volontaire de Twitter ou de X par ces personnes-là. Vous en fréquentez souvent dans la vie. Je suppose que c'est des choses qui sont difficiles à analyser, à quantifier. Mais quand vous parlez avec ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent nous on en a marre, on arrête ? C'est-à-dire que les scientifiques du climat, et d'autres scientifiques d'ailleurs, mais surtout les scientifiques du climat, presque du jour au lendemain, se sont vus harcelés de manière très très forte par des personnes sur ce réseau-là, sur X, et pour plusieurs raisons. Hein, parce que, d'une part, X a changé son algorithme et donc a amplifié encore plus les contenus négatifs, mais en plus, ils ont fermé leurs équipes de modération, donc beaucoup de contenus n'étaient plus modérés. Mais en plus, ils ont rétabli des comptes. Donc nous, on a vu des comptes climato-sceptiques qui avaient été très très virulents et qui avaient été suspendus par Twitter parce qu'ils enfreignaient leurs règles, notamment sur le harcèlement, etc. Ces comptes ont été rétablis par Elon Musk au nom de, je sais pas quoi, la liberté d'expression, n'importe quoi. Enfin, donc il y a eu tout un ensemble de mesures qu'a pris Elon Musk qui ont fait que ce réseau-là est devenu nuisible pour l'information scientifique et pour les gens et les personnes qui défendent cette information scientifique. Et donc beaucoup sont partis parce qu'ils recevaient même jusqu'à des lettres de menaces jusque chez eux. Il y a eu ce qu'on appelle du doxing. Et donc là, un scientifique n'est pas là pour se prendre des menaces de mort. Il est là pour communiquer. Il fait de la vulgarisation en plus de son travail habituel, mais beaucoup, après, se sont lassés et sont partis. Alors, une autre des caractéristiques, c'est de voir que ces comptes-là, souvent, s'expriment sur... on l'a dit un peu avec le compte Elpis, quand on était l'exemple, mais sur plusieurs thèmes différents.
Là où souvent les experts, entre guillemets les vrais experts, un hydrologue va juste s'exprimer sur l'eau, il ne va pas aller sur la variabilité naturelle du climat par exemple. Donc cette question d'aborder plusieurs thèmes, c'est vraiment caractéristique de ces comptes dénialistes. Oui, c'est-à-dire qu'on a mis en avant en fait plusieurs caractéristiques de la communication dénialiste qui sont trompeuses. Et ça, c'en est une. C'est-à-dire que quand vous regardez la manière dont s'expriment les comptes côté climatique, vous voyez qu'en gros, les influenceurs s'expriment dans leur domaine d'expertise. Le glaciologue va parler quand on a des épisodes de froid, l'expert en feu de forêt va parler quand il y a des épisodes en feu de forêt. Et il va rarement parler de quand il y a des épisodes de froid. Et donc, chacun se spécialise. Et c'est la structure d'expertise normale. On n'est pas expert sur tous les sujets. Alors que quand vous regardez côté climato-dénialiste, les climato-dénialistes ont plusieurs thèmes de prédilection, la variabilité naturelle, les nuages, le CO2 pour les plantes, etc. Et en fait, les influenceurs dénialistes, eux, s'expriment tout le temps sur tout. Et donc, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils s'expriment tout le temps sur tout, donc ils se disent multi-experts, alors que souvent, ils n'ont aucune expertise, hein, comme on l'a vu pour Elpis. Ils n'ont pas peur de la contradiction. Hein. Ils peuvent dire un jour qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et 3 jours plus tard qu'il y en a, mais c'est pas l'homme. Ça, c'est pas leur problème. Il n'y a aucune contradiction. Ils sont donc plus toxiques, comme on l'a dit. Ils sont relayés, amplifiés par des robots. Et puis, ils sont opportunistes dans leur manière de communiquer, c'est-à-dire qu'ils disent en ce moment « je suis expert du climat » alors que 6 mois avant, ils ne l'étaient pas. Donc, c'est tout un tas de critères qui montrent vraiment que beaucoup de personnes qui sont sur le thème climato-dénialiste le sont pas pour des raisons scientifiques du climat, parce qu'ils n'y croient pas. Ça peut arriver de ne pas croire à quelque chose. Ils y sont juste pour d'autres raisons que... Et là, il y a quelque chose qui est très caractéristique, c'est-à-dire que souvent, les comptes comme ça qui ont un peu une tendance complotiste ou à faire de la désinformation, ils font ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire qu'ils vous accusent de faire ce qu'eux font. Et donc, typiquement, ces comptes accusent tous les autres de dire « il y a un complot, on veut vous manipuler, on cache les intentions ». Mais en fait, c'est exactement ce qu'eux font. Ils disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'ils vont être payés par des fossiles ou parce que ils sont payés par des entités étrangères pour mettre le bazar, etc. Donc, mais ça, fondamentalement, quand on regarde l'image globale, qu'on regarde les échanges sur plusieurs mois et qu'on regarde la structure des échanges, on peut montrer de manière très scientifique qu'il y a tromperie. Sur l'intention, sur le fait, il y a tromperie, parce qu'on sait que c'est faux, mais même sur l'intention. Alors vous dites, et c'est ce qui est très intéressant, donc vous avez parlé tout à l'heure d'astroturfing, c'est-à-dire de singer des émergences de mouvements spontanés, et vous dites aussi qu'il y a probablement une influence étrangère. Elle vient d'où cette influence étrangère ? Alors, donc ça c'est des hypothèses, puisque en Elabo CNRS, on n'a pas la capacité d'aller vérifier exactement qui est derrière un compte, on n'est pas une agence de renseignement, mais il y a deux choses. La première, c'est que on sait que les réseaux sociaux sont des terrains de ce qu'on appelle guerre hybride, c'est-à-dire que des puissances étrangères comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, enfin tout un tas de pays plutôt totalitaires, utilisent ces environnements numériques pour créer de la déstabilisation et des problèmes dans les démocraties. Notamment, par exemple, il y a eu une ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 au moment de l'élection de Donald Trump. Donc ça existe, c'est documenté, et c'est même théorisé côté, par exemple, russe et chinois. On sait qu'il y a une théorie de comment faire ces ingérences-là. Là-dessus, on voit donc un regain du climato-scepticisme suite à la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a eu un regain à l'été 2022, la guerre en Ukraine, c'était février 2022. Au moment où, justement, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, sur l'énergie. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied en refusant le pétrole russe ou pas? Est-ce qu'il faut réorganiser toute notre source d'énergie, etc. Bon, bref. Donc, on a un contexte qui est assez favorable et où on peut voir que la Russie pourrait avoir intérêt à utiliser différents terrains numériques pour déstabiliser, ce qu'elle fait en permanence, mais elle aurait intérêt à faire un regain et notamment à cibler ça, puisque il commence à y avoir des discussions autour de l'énergie et de ce qu'il faut faire par rapport à la Russie. Là-dessus, donc, quand on fait l'analyse des comptes qui sont climato-dénialistes, et donc ceux qui se sont exprimés à cet été 2022 et puis après, on voit que 60% de ces comptes-là ont aussi relayé la propagande
liées à l'invasion en Ukraine. C'est-à-dire, ont aussi relayé le fait qu'il fallait dénazifier, ou que c'est normal parce que c'était l'OTAN qui a provoqué, ou qu'il y avait des biolabs, etc. Donc ça, c'est tout un faisceau d'indices qui dit que potentiellement, il y a de l'amplification de cette problématique du réchauffement climatique par des acteurs qui ne sont pas, qui ont ni un intérêt scientifique, mais juste un intérêt de division, et qui ne sont pas des acteurs du territoire français. On ne peut pas le prouver, mais il y a quand même des faisceaux assez forts. Par ailleurs, quand on discute avec des gens qui sont des spécialistes du renseignement, on nous dit que oui, ce sont des terrains qui sont investis. Et nous, ce qu'on a voulu souligner dans l'étude, c'est que la question du réchauffement climatique est une question grave au niveau social, puisque on va devoir changer notre mode de vie de manière assez profonde, de manière assez radicale. Hein. On parle de consommer 2 tonnes de CO2 carbone par individu par an pour arriver à maintenir en dessous d'1,5 degré, et les Français, ils sont entre 9 et 10 tonnes. Donc, ça veut dire, en gros, diviser par 5 la consommation énergétique. Ça veut dire diviser par 5 les transports, etc. Bon, c'est un chamboulement. Ces chamboulements ne vont pas se faire naturellement, donc il va y avoir des mesures gouvernementales pour accompagner ces changements, et donc c'est un terrain idéal pour amener de la contestation. Et si vous arrivez à faire croire à 30% de la population, alors on est à 37, que tout ça c'est en fait de l'idéologie, et que les mesures qu'on essaye de vous faire prendre, c'est pas parce que le réchauffement climatique est réel ou parce qu'on peut y faire quelque chose, mais c'est juste parce qu'on essaye de vous faire passer des mesures de gauche ou je ne sais quoi, vous allez provoquer de la révolte, voire de la révolte violente. Donc, on a là un boulevard pour de l'ingérence, et moi, mon opinion personnelle, c'est que si ce n'est pas déjà exploité, ça le sera. Et a priori, c'est quand même déjà un peu exploité. Donc on a voulu attirer dans cette étude l'attention sur ça, et qui est un peu corroboré déjà par le fait que ceux qui sont engagés dans ce débat-là climato-dénialiste avaient déjà fortement soutenu toute la propagande russe et les éléments de langage russe au moment de l'invasion en Ukraine. Oui, dans le livre, vous parlez d'un élément qui est intéressant et qui est pour le coup documenté, c'est les Kremlin's Papers. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est pour qu'on voit que c'est pas simplement une affabulation, c'est que bien sûr. Ce que vous dites, ça s'appuie sur des choses observées. Tout ça sort pas de nulle part. Hein. Donc dans Toxic Data, c'est un livre qui parle de l'impact des infrastructures numériques sur la société. Et il y a une partie qui est l'impact des infrastructures telles qu'elles sont conçues, donc sans intentionnalité, mais juste parce qu'elles sont mal conçues, il y a un impact. Et une autre partie parle de l'exploitation de ces infrastructures numériques à des fins malveillantes, notamment par des puissances étrangères. Et donc, je détaille. Donc ça, c'est des travaux que je fais une synthèse de travaux existants. Hein, c'est pas moi qui invente ou qui trouve, mais c'est une synthèse de travaux tout à fait sérieux. Donc, on peut voir comment justement des États comme la Russie ont déployé ces notions de guerre hybride. Et notamment, je parle de ce qu'on appelle les Kremlin Papers. Donc ça, c'est une publication du Guardian de l'été 2021 qui parle d'une fuite d'un document confidentiel classé défense russe, où il y a eu une réunion en janvier 2016, donc c'était l'année de l'élection américaine, au début de l'année. Il y a eu une communication sur le site, un des sites affiliés au Kremlin, tout à fait officiel, où on voyait Poutine avec son état-major, et officiellement, c'était une réunion à propos de la Moldavie. Cette fuite du Guardian et la transcription de cette réunion. Et qu'est-ce que dit la transcription? Elle dit complètement autre chose. La transcription, c'est le plan de Poutine et de son état-major pour interférer dans l'élection américaine et faire en sorte que ça soit le candidat qui leur est le plus favorable qui soit élu, c'est-à-dire Trump. Et ils disent explicitement qu'il faut agir sur les espaces sociaux numériques, qu'il faut changer la perception de la légitimité du gouvernement qu'ont les citoyens, etc. Donc, ils ont tout un jargon, et ils expriment leur timing. Donc, j'explique tout ça dans ce livre. Et après, je suis aussi allé voir tous les rapports des commissions sénatoriales américaines qui, dans les suites, 2018, 2019, etc., ont analysé ce qui s'était passé. Et en fait, on voit que quand ils analysent ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui était raconté dans ces fuites-là. C'est-à-dire que, effectivement, la Russie a déployé des armées de
de robots ou de comptes opérés par des personnes payées pour créer de l'influence sur les réseaux sociaux numériques, et notamment, pour ne donner qu'un exemple, par exemple, ils ont créé des fausses pages Facebook en ligne sur différents thèmes, par exemple défense des musulmans, défense des patriotes, défense des noirs, défense des gays, etc., dans le but en fait de créer la division au sein de la société américaine et de faire en sorte que tout le monde se tape dessus. Et parce que l'approche de subversion de la Russie, et qui est vraiment, c'est connu dans les milieux de renseignement, hein, et il y a un dernier livre de David Colomb qui en parle très bien, qui explique tout ça. L'approche, c'est de dire, pour affaiblir les démocraties, qu'elles arrêtent de nous embêter avec les droits de l'homme, etc., il faut créer de la division, et il faut que tout le monde se tape dessus. Et en gros, l'image, c'est de dire, si vous voulez casser un fil de fer, si vous le tordez tout le temps dans le même sens, ça marche pas, il faut le tordre dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il casse. Et donc là, c'est casser la démocratie en la tordant dans tous les sens, c'est-à-dire en amplifiant les identités des différents groupes, et en faisant en sorte qu'ils se sentent victimisés par le reste. Donc les LGBTQIA+, vont se sentir victimisés, les patriotes aussi, les musulmans aussi, et qui rentrent dans des actions revendicatives, voire violentes. Et quand vous arrivez à ce moment-là, vous créez de la polarisation et vous avez une démocratie qui est affaiblie, un gouvernement qui s'occupe de ces divisions au lieu de s'occuper de la scène internationale. Donc ça, c'est vraiment la théorie de la subversion telle qu'elle est déployée par la Russie, mais aussi la Chine, maintenant, est devenue maître en la matière. Il y a un rapport récent de l'IRSEM, donc Institut de défense française, qui explique de 600 pages, qui explique que la Russie a maintenant à déployer tout un ensemble d'arsenal. Donc, ce sont des réalités, c'est ça qui est important, ce sont des réalités qui sont souvent sous-estimées par à la fois les citoyens, mais aussi les dirigeants, les gouvernants, mais qui sont hyper efficaces en termes de déstabilisation. Et avec y compris, par exemple, la Russie, c'est ce que les commissions américaines ont montré, ont payé des pubs pour créer ce dissensus sur Facebook, par exemple, Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une infrastructure numérique de réseaux sociaux qui est là depuis en gros 15 ans, qui a but commercial et dont le modèle économique, c'est de vous vendre des pubs à partir du profilage de vos préférences, et qu'en fait, toute cette infrastructure commerciale a été récupérée par des acteurs qui, eux, voulaient vendre plutôt des opinions, et qui ont utilisé ces infrastructures pour faire de l'influence sociale. Et notamment, donc, la Russie, en plus de créer des fausses pages Facebook, la Russie a également payé pour des dizaines de milliers de dollars, voire centaines de milliers de dollars, des fausses publicités Facebook pour cibler les Noirs, les patriotes, les Latinos, etc., et leur faire croire qu'il fallait pas aller voter, soit l'élection était truquée, etc. Et on voit le résultat. Plusieurs années après le Capitole, qui a quand même été un traumatisme, il y a encore énormément de républicains qui sont convaincus que l'élection a été volée. Et là, les derniers sondages montrent que Trump, s'il est éligible, sera élu. Justement, il y a des manifestations, vous avez commencé à en parler avec le Capitole, mais de cette influence sur les réseaux concrètement dans la vie réelle. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de gens se disent, de toute façon, c'est les espaces numériques, ou je ne suis pas sur tel réseau, ça ne me concerne pas, etc. En fait, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, le plus gros, c'est Facebook, peut-être, et Facebook, c'est quand même 3 milliards de personnes sur Terre, donc en gros, plus d'un tiers de l'humanité. Twitter, c'est beaucoup plus anecdotique. En France, c'est entre 5 et 10 millions. Mais en gros, si on prend les chiffres officiels de Twitter, l'audience de Twitter, c'est l'équivalent de TF1. On peut dire, c'est pas toute la France, certes. Ceci dit, si vous arrivez à radicaliser quelques millions de personnes, voire même centaines de milliers de personnes en France, vous pouvez générer des problématiques, notamment des manifestations. On peut se souvenir, par exemple, du mouvement anti-vax de Florian Philippot, qui, tous les samedis, pendant plusieurs semaines, faisait des manifestations avec plusieurs milliers de personnes. Mais aussi, on peut créer des faux événements. Donc là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est aux États-Unis. Donc ça, c'est l'IRA, donc cet organe russe de propagande, avait créé une page à destination des musulmans
des États-Unis, une autre page, c'était au Texas, donc l'État du Texas, une page à destination des patriotes, donc en gros extrême droite du Texas. Chacune appelait à défendre ses valeurs et elles ont accumulé en gros une audience sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et un jour, il y a eu une inauguration d'une bibliothèque coranique. Et chacune de ces pages a dit, la première, les patriotes ont dit, c'est un scandale, il faut aller manifester devant le jour de l'inauguration pour protester contre cette attaque contre notre culture. Et la page destinée aux musulmans des États-Unis a appelé à aller manifester en soutien à l'ouverture de cette bibliothèque, en disant il faut défendre nos valeurs, ça suffit d'être opprimé, etc. Et donc, ils ont créé comme ça une manifestation, ils ont créé des événements Facebook, des gens se sont déplacés physiquement au même lieu, donc des gens qui s'étaient opposés, qui étaient tentés de se faire taper sur la figure. Il y a même eu une alerte à la bombe, mais les organisateurs de ces pages Facebook-là, en fait, elles étaient à Saint-Pétersbourg. Et ils ne sont pas venus, évidemment. Et donc, ils ont créé des événements physiques à partir des espaces numériques. Oui, l'IRA, vous pouvez peut-être décrire ce que c'est. Donc, l'IRA, c'est une agence gouvernementale russe, s'appelle Agence de recherche Internet, enfin gouvernementale parce qu'elle n'était pas si officielle. À sa tête, il y avait Prigozhin, donc le chef des milices Wagner, un proche néo-nazi qui a fait des atrocités un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, et qui ont été spécialistes donc de la propagande. Et donc cette agence-là employait, et emploie toujours d'ailleurs, des centaines de personnes. Les premières traces que l'on a de cette agence, c'est 2013-2014. Donc au moment où il y a eu d'ailleurs l'invasion en Crimée, puis les premières sanctions. Donc c'est certainement une réponse à ça. Donc vous avez plusieurs centaines de personnes qui sont salariées et qui passent leur journée à aller faire de la désinformation et à pousser de la propagande du Kremlin sur les réseaux. Donc ils sont très mobiles, donc ils vont créer, un salarié va pouvoir créer 100, 200, 300 comptes différents sur plein de plateformes différentes, mais ça va être la même personne derrière. Et puis ce jour-là, on va dire, tiens, on va pousser convoi des libertés, on va dire qu'on va organiser un convoi des libertés. Donc il y a plein de comptes qui vont appeler à créer un convoi des libertés, qui vont amplifier la parole, par exemple, de Florian Philippot, qui a appelé à faire un convoi des libertés. Mais sauf que ces comptes-là, qui vont donner l'impression que le peuple est pour un mouvement des convois des libertés en France, sont complètement bidons et ne sont pas français. Et donc, l'IRA, c'est cette instance de propagande. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IRA n'est pas seul. Il y a plein de compagnies maintenant privées qui proposent comme service à des marques, par exemple, d'amplifier un message. Et par exemple, il y a eu l'affaire Team George, récemment, donc il y a quelques mois, donc des journalistes de plusieurs médias ont infiltré une société israélienne qui fait exactement ça et qui vend, donc il y a un barème, donc par exemple pour 15 millions, vous pouvez reporter une élection en Afrique. Si vous dépensez 15 millions, vous pouvez faire en sorte que cette société, avec tous ces faux profils qui ont l'air vrais parce que chacun a une histoire, etc., vont s'activer et dire c'est un scandale, il y a ci, il y a ça, etc., et vont faire en sorte, alors c'est évidemment s'il n'y a pas de certitude, mais c'est ce qu'ils promettent, de reporter une élection. Donc il y a tout un commerce de l'influence d'opinion qui passe sur les réseaux sociaux, et les États totalitaires comme la Russie s'en donnent également à cœur joie. Oui, et puis quand on a en tête l'exemple que vous mentionnez tout à l'heure de financer à la fois les patriotes et les musulmans aux États-Unis, on voit bien que c'est pas du tout pour soutenir une idée, une manière de voir le monde, c'est vraiment pour créer du dissensus, des désaccords et empêcher, en fait, nuire et neutraliser certains États. Oui, mais parfois ça peut avoir des impacts, enfin des sites vraiment très directs. Il ne vous avait pas échappé que la France a été chassée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc les forces françaises ont dû se retirer, mais de manière vraiment oui, il n'y a plus d'ambassade au Niger, par exemple. Oui, mais je veux dire, c'est pas que c'était prévu, c'est que les populations, c'est ça qui est très étonnant, c'est que c'est pas les gouvernements qui ont dit les Français dehors, c'est qu'ils étaient soutenus par les populations sur le thème néocolonialisme et des gens très vindicatifs, etc. Mais en fait, ces populations ont été manipulées, notamment en partie, par le groupe Wagner, donc qui était à la tête de l'IRA à l'époque. Maintenant, il a été assassiné par Poutine, mais il a eu un accident d'avion. Oui. Bon. Donc ces groupes Wagner et l'IRA
agissaient en Afrique. Et moi, j'ai des sources directes de gens qui, je sais qu'ils ont été payés, des gens panafricains qui recevaient de l'argent de Wagner et qui s'en cachaient pas, qui disaient oui, pourquoi pas, enfin voilà, recevaient de l'argent pour amplifier ces messages-là et faire en sorte que la population jette les Français dehors. Donc, ce sont des méthodes très efficaces pour retourner des populations contre certains acteurs. Et donc là, c'était la France qui a fait les frais. Et il y a même eu des fausses, qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire des fausses vidéos qui soutenaient le départ de la France et la Russie notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mondialisé, qui se passe à la fois sur le territoire français et à l'extérieur, et qui est en gros un moyen très facile et peu cher et peu risqué au final pour un pays de créer de la dissensus à l'intérieur d'un pays ou créer une révolte contre un acteur donné à l'étranger. Vous dites dans Toxic Data d'ailleurs que tous ces mouvements sur les réseaux sociaux favorisent l'émergence de leaders populistes. Vous parlez évidemment de Trump aux États-Unis, de la campagne du Brexit en Angleterre, de Bolsonaro. Ces réseaux sociaux, en fait, menacent directement la démocratie. On a parfois l'impression que c'est un truc, pardon, je vais le dire comme je le pense, mais un truc de jeunes, que les réseaux sociaux ont une influence assez marginale. En fait, ça peut profondément inquiéter les démocraties occidentales. Alors ça, c'est vraiment la thèse du livre. C'est la thèse du livre. Le livre est construit comme une démonstration, donc j'apporte plusieurs éléments à ça. Mais c'est de dire... il y a incompatibilité entre le modèle économique actuel des réseaux sociaux, parce que c'est pas l'objet réseau social. L'objet réseau social en soi, c'est hyper intéressant. On reste en contact avec des amis, etc. C'est super. Mais la manière dont ils sont implémentés est incompatible avec les démocraties. Et donc il y a plein de raisons, notamment théoriques et pratiques, hein, que je développe dans ce livre et qu'après j'ai continué à démontrer. Mais c'est-à-dire l'optimisation commerciale de ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire que ces réseaux sociaux ne vivent que par la publicité, et pour vous vendre des publicités ou faire des profilages, ils ont besoin que vous interagissiez avec des contenus. Donc en fait, ils vont optimiser la diffusion des contenus qui provoquent des partages, des likes, des commentaires, ce qu'on appelle l'engagement. Et donc, ce que l'on montre, et ça on peut le montrer de manière très rigoureuse, notamment scientifiquement, enfin, par la modélisation, par les études empiriques, etc., c'est que si vous cherchez à optimiser l'engagement, automatiquement, vous augmentez l'hostilité des échanges, des personnes qui sont sur votre réseau, et vous augmentez la polarisation, c'est-à-dire la fragmentation de votre population en petits groupes qui vont pas se parler ou peu se parler. Et donc, donc ça, j'en discute et je le démontre dans Toxic Data. Et le constat, c'est que en fait, tels qu'ils sont donc implémentés, ce sont des machines à affaiblir les démocraties, notamment en montant les groupes les uns contre les autres, en créant de la polarisation, etc. Et pour moi, l'exemple des États-Unis est vraiment prototypique. Les États-Unis sont en avance de phase, comme souvent sur pas mal de choses technologiques. C'est quand même un pays qui, à l'époque de Bill Clinton, pour ceux qui s'en souviennent, refusait le mensonge. Bill Clinton a failli se faire destituer, non pas parce qu'il avait une relation avec Monica Lewinsky, mais parce qu'il avait menti sur la relation. Et ça lui a valu une procédure. Alors que maintenant, Trump a proféré, je sais pas, suivant le décompte de je sais plus quel journal, 30 000 mensonges pendant sa mandature, et les gens continuent à voter pour lui, parce qu'en fait, on a changé de dimension, on est plutôt dans un rapport de conflictualité entre des groupes sociaux, donc là-bas c'est démocrates contre conservateurs, et de non-communication. Et par exemple, une étude très intéressante du Pew Research Center, qui est un centre en gros d'enquête aux États-Unis, montre qu'on a eu une polarisation de plus en plus grande. Donc, par exemple, pour mesurer la polarisation, on demande à quelqu'un si votre genre, qu'est-ce que vous feriez si votre gendre était d'un autre parti politique que vous? Donc il y en a qui disent je serais pas content, d'autres ça m'est égal, etc. Donc il y a des questions comme ça. On peut savoir quelle est l'incompatibilité entre les différentes orientations politiques. Donc on voit qu'elle n'a fait que grandir et croître au cours des années, un peu avant Trump, mais surtout les années de Trump, au point que un an après la prise du Capitole, qui a quand même été un coup d'État, les gens ont failli se faire assassiner. Eh bien, un an après, vous aviez plus de la moitié des républicains qui croyaient encore que l'élection leur avait été volée
et qui pensaient qu'il fallait faire 2 fédérations des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils disaient, en fait, les États-Unis ne peuvent pas exister comme ils sont maintenant. On n'a plus rien à voir avec les démocrates. Il faut faire d'un côté les États démocrates avec leur gouvernement et de l'autre côté les États républicains avec leur gouvernement. Donc c'est ça où je dis, on a un pays qui était un peu pas exemplaire en termes de démocratie. On a toujours des failles, mais qui avait quand même une certaine morale, qui a complètement sombré suite à cette furie qui s'est passée, notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls responsables, évidemment, mais ils ont permis, notamment le phénomène Trump, ils ont permis cet enfermement, cette réalité alternative, comme on dit. On parle maintenant d'ère post-vérité, c'est-à-dire une ère où la question de savoir si un fait est vrai ou faux n'a plus d'importance. L'important, c'est qui est-ce que vous soutenez, et voilà. Et donc, ça menace directement la démocratie, puisque la démocratie, c'est le vivre ensemble, c'est se mettre d'accord sur des faits, et après discuter des avantages, et puis voter. Donc, si on n'est pas d'accord sur les faits, ça devient compliqué. Vous citez aussi dans le livre une étude qui est assez étonnante, mais qui rassemble plus de 3500, si je dis pas de bêtises, personnalités politiques, qui analyse aussi des médias et qui montre que Twitter, enfin maintenant X, a tendance à surreprésenter, à donner plus de poids à la parole conservatrice sur les réseaux. Enfin, sur Twitter, oui, plus particulièrement. Alors, il y a eu une étude faite par Twitter lui-même, parce que ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est très difficile de faire des études sur l'impact des réseaux sociaux, parce qu'en fait, les données souvent ne sont pas accessibles, et l'algorithmique qu'il y a, enfin la manière dont sont conçus les réseaux est secrète. Donc, en fait, on est devant des boîtes noires. Donc, à un moment donné, les seuls qui pouvaient faire ce genre d'études, c'était Twitter. Ils ont fait une étude en interne, donc une des branches de recherche de Twitter. Ils ont montré qu'effectivement, les paroles politiques n'étaient pas diffusées de la même manière par l'algorithme de recommandation de Twitter et qu'il y avait un biais vers la parole conservatrice, de manière générale, ce qui est un problème. Dans quasiment tous les pays étudiés. Dans quasiment tous les pays étudiés, effectivement. Nous, on a refait un audit également, qui a confirmé et à la fois nuancé ça. C'est-à-dire que ce qu'on a montré, c'est que l'algorithmique de Twitter, alors juste pour préciser, c'est que de ce dont on parle, sur n'importe quel réseau social, vous avez ce qu'on appelle le fil d'actualité maintenant, ce qui est en fait en gros un résumé de ce qui s'est passé autour de vous parmi les gens que vous suivez. Puisque vous ne pouvez pas lire tout, alors on vous fait un résumé, on vous donne les posts les plus importants. Mais il faut vraiment se poser la question de comment est faite cette sélection. Et cette sélection, elle est faite sur des bases commerciales, dont on a parlé, donc l'engagement, etc. Et donc, en fait, cette sélection est intrinsèquement biaisée, de plein de manières. Elle est biaisée vers des contenus plus toxiques, donc d'où, dont on parlait tout à l'heure, plus 50% de contenus toxiques dans ce que vous recevez par rapport à ce que produit votre environnement social. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une perception du monde qui est plus horrible que ce qu'il n'est vraiment. Mais il y a aussi, effectivement, on a mesuré des biais politiques, par exemple, donc ce que vous percevez, ce que vous recevez en termes de distribution de messages politiques dans votre fil d'actualité ne correspond pas à ce à quoi vous êtes abonné. Il y a une surreprésentation, et en fait, cette surreprésentation dépend de votre opinion politique. Ce qu'on a montré, c'est que, par exemple, pour la France, les personnes qui sont au centre du spectre politique, donc plutôt LREM, ont une perception où leurs opposants sont amplifiés par rapport à ceux à quoi ils s'abonnent. On est toujours par rapport à ceux à quoi vous vous abonnez. Donc, alors que les personnes de gauche, elles, c'est le contraire. C'est leur propre camp est amplifié par rapport à ce qui se passe à leur gauche et à leur droite. Enfin, donc à l'extrême droite et puis au centre. Et donc, en fait, les algorithmes, la manière dont l'information circule sur ces plateformes n'est pas neutre et peut favoriser un camp sur un autre en termes d'opinion politique, une approche sur un autre en termes d'idéologie, donc par exemple favoriser le climato-scepticisme sur un autre. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Et tant qu'on ne comprendra pas finement comment marchent ces algorithmes, qu'on n'aura pas des audits standardisés et du coup de la régulation qui force les plateformes à être non biaisées sur des thèmes importants, on sera à la merci juste d'algorithmes qui, d'ailleurs, parfois c'est pas intentionnel, mais peut être complètement défaillant et amplifier des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir dans la société. Et c'est même d'ailleurs au-delà de pas envie de voir, c'est-à-dire que toutes les opinions, on est en démocratie, donc toutes les opinions peuvent s'exprimer. Mais la question, c'est que
en tant que citoyen, on se fait une opinion par rapport à ce que l'on voit. Et si je déforme ce que vous voyez, eh ben, je change votre opinion. Et donc, il faut que ce que vous voyez soit fidèle à ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est pas ça qui se passe sur les réseaux sociaux? Oui, c'est un des sujets qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que y a, et vous le décrivez bien, il y a des chambres d'écho, c'est-à-dire plus on s'intéresse à une cause, plus les contenus qui vont être poussés, et ce qu'on appelle aussi les bulles de filtre, c'est-à-dire qu'on finit par voir que des contenus sur les mêmes termes, et en fait on voit plus du tout la pluralité des opinions comme on pouvait le voir avant dans la société où on était confronté à des gens qui pensaient différemment. Alors c'est même presque pire que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, donc la question de chambre d'écho, c'est-à-dire le fait d'interagir avec des gens qui nous ressemblent, qui ont la même opinion, ça on l'a aussi dans la vie de tous les jours, on interagit avec des gens qui en gros qu'on apprécie, hein. Mais c'est renforcé en ligne effectivement, mais comme les environnements numériques, il faut bien les voir, bien comprendre que ce ne sont pas des environnements passifs. C'est pas comme je vais prendre une analogie, vous êtes la poste, vous envoyez une lettre, la personne à qui vous l'envoyez la reçoit, point barre. Twitter, vous envoyez une lettre, Twitter peut se permettre de lire la lettre déjà, peut se permettre de modifier la lettre et peut se permettre de la diffuser ou pas. Et s'il la diffuse, il peut la permettre de la diffuser à d'autres gens que les vrais destinataires. Et pareil pour votre boîte aux lettres, ce que vous recevez, c'est des messages qui vous sont adressés ou pas. Et donc, vous avez un filtre, vous avez une espèce de contrôle, donc ça c'est l'algorithme qui va changer en fait la manière dont circule l'information. Et ce qui se passe donc en ligne, c'est que ces chambres d'écho, donc cet entre-soi numérique est renforcé, c'est-à-dire l'algorithme vous propose des contenus dont il sait qu'ils sont plus alignés, etc. Mais par ailleurs, il peut aussi vous proposer des contenus qui sont au contraire à l'opposé de ce que vous pensez, mais parce qu'ils vont vous faire réagir. Et c'est pas donc des contenus qui vont vous faire avancer dans la réflexion. C'est des contenus, je sais pas, sur lesquels vous allez dire mais non, il a rien compris, etc. Donc en fait, les contenus qui sont sélectionnés de manière personnalisée par rapport à ce qu'on a appris de vous, il faut savoir que tout est mesuré. On sait même à quel moment vous êtes arrêté dans une vidéo. On sait combien de temps vous avez lu tel message. On sait si vous avez reposté, évidemment, etc. Donc tout ce profilage qui sert Philippe Huneman a écrit tout un livre sur la société de profilage. Donc tout ce profilage qui sert à mieux vous vendre ou vous faire réagir mène au fait que, à la fois, on vous enferme dans des bulles où parfois il y a vraiment une réalité alternative qui se crée. Par exemple, pendant la pandémie, il y a des personnes qui étaient convaincus qu'il y avait des puces 5G dans les vaccins et qu'il fallait absolument pas croire le gouvernement, etc., et qu'on voulait les tuer. Moi, j'ai même des amis proches qui me disaient vous allez tous mourir, vous les vaccinez. Donc, il se passe ce phénomène-là, et en plus, un phénomène où, pour certaines autres communautés, on entretient des relations conflictuelles, c'est-à-dire on montre à la fois plus ce qui est à l'intérieur, mais aussi plus de ce qui est à l'extérieur, de ce qui peut mener au clash. Et ça, c'est problématique. Dernière question, est-ce que sur les aspects, pour revenir à ces aspects-là, sur les aspects du climat et du climato-scepticisme, est-ce que y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé qui vous semble important ? Si vous voulez, ce qui est important, c'est que le climat est un sujet majeur, évidemment, que ça va demander beaucoup de réorganisation sociale, d'infrastructures, etc. Et que donc, il faut arriver à débattre de ces questions, qui vont être des questions... Il y aura des compromis à faire, et il faut qu'on arrive à faire ces compromis de manière sereine. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des espaces d'échange, notamment des espaces numériques, qui sont dysfonctionnels et qui mettent en avant, en fait, les points où on va se taper dessus. Et donc, il faut arriver à assainir d'une certaine manière le fonctionnement de ces espaces et aussi à adopter, ça c'est un des développements que je fais dans le livre, c'est qu'il faut adopter aussi des modes de décision collective qui sont plus efficaces et qui amènent à la discussion. Et donc, notamment, par exemple, je parlais, un des constats de l'ouvrage, et un constat personnel, c'est que le mode d'élection qu'on a actuellement pour les municipales, les présidentielles, etc., donc uninominal à 2 tours, est défaillant. On le sait depuis 300 ans, on sait que, par exemple, il y a le paradoxe du vote utile, que si vous mettez 2 candidats qui sont très bien, mais qui se divisent les voix, ils peuvent perdre juste parce que ils ont perdu. Donc en fait, à l'heure actuelle,
avec nos systèmes d'élection. En gros, quand on a une bonne idée, soit elle n'est pas défendue et elle perd, soit il y a 2 personnes qui la défendent et ils perdent parce qu'il y a division des voix et donc du coup ils passent derrière quelqu'un qui est moins. Donc ça c'est un des problèmes du vote actuel et des modes de décision. À la dernière présidentielle, les gens se plaignaient de faire des votes barrages, etc. Enfin bref. Mais on sait qu'il y a des modes de décision qui sont bien meilleurs. Et notamment, il y en a un qui pour moi est un des meilleurs, mais qui s'appelle le jugement majoritaire et qui permet d'éviter le vote utile, qui permet d'éviter toutes ces failles-là. Et donc, dans un contexte en fait où les failles, les divisions sont exploitées, notamment sur les réseaux sociaux numériques, les modes de scrutin, les modes de décision, que ce soit pour les municipales et les présidentielles ou même entre nous, qui sont vulnérables ne peuvent pas être utilisés. Enfin, ils deviennent dangereux, en fait. On va arriver sur des décisions, par exemple le Brexit. Les Anglais se demandent pourquoi ils sont arrivés à cette décision-là. Ils se sont fait, en fait, entourlouper. Et ils sont arrivés là parce qu'en fait, ils avaient juste un choix binaire. On reste ou on sort. Alors qu'en fait, potentiellement, il y a plein de manières de réagir avec le Brexit. On aurait pu faire dur, mou, temporaire, une période d'essai, etc. Sauf que les modes de consultation ne sont pas conçus pour ce genre de choix. Et donc, il faut vraiment changer nos modes de décision collectifs pour avoir des meilleures manières de décider. Et c'est d'autant plus important dans le climat que les problèmes vont être vraiment difficiles et qu'il va y avoir à faire des compromis. On le voit sur le prix de l'essence, sur la manière de cultiver, etc. On a différents types d'acteurs qui vont avoir différents types d'intérêts et donc on ne peut pas se permettre, en fait, de laisser du dissensus arriver artificiellement. David Chavalarias, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci. À bientôt.